Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La région en direct de la Forexpo Montpellier Languedoc-Roussillon et en direct de chez vous sur Internet, retransmis toute la journée. Nous allons parler à présent de l'actualité, comme chaque jour l'actualité de la région, avec Laurent Marchal. Bonjour Laurent. Bonjour Virginie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du sport. Exactement Virginie. Aujourd'hui, nous allons parler de sport et plus particulièrement de sport d'élite. Partout sur notre territoire, la région soutient les clubs évoluant au plus haut niveau, qu'il s'agisse d'un soutien direct aux équipes 1 ou de subventions pour les centres de formation. Le but, c'est de permettre aux athlètes de développer leur qualité sportive pour aller vers l'élite. Alors j'ai le plaisir ce matin d'accueillir avec moi Michael Guigou du MMHB. Bonjour. Gaël Scrella du Basket Latte Montpellier. Bonjour. Et Jean-Philippe Lacoste qui est directeur du centre de formation du Montpellier Hero Rugby. Bonjour. Bonjour à tous. Tout d'abord, ma première question, ça va être pour vous, Michael, et pour vous, Gaël. Comment vous êtes venus tout d'abord ici? Comment vous avez atterri dans vos clubs respectifs en Languedoc-Roussillon? Moi, en fait, j'ai commencé ma carrière à Toulouse. Et puis, je faisais des études de kiné. Mon club a coulé pour des raisons financières. Donc voilà, Montpellier m'a permis de continuer la pratique du basket de haut niveau et de terminer mes études. Et pour vous, Michael, comment ça s'est passé? Je suis passé par la sport-études à Marseille et c'était pour nous le tout début de la création des centres de formation et Montpellier a été le premier, je crois, en France et donc du coup appelé à essayer de rentrer dans ce centre de formation et progresser très vite. D'accord. Et pour vous trois, on le voit aujourd'hui ici en région, entre le rugby, le hand, le foot, l'athlé, le basket, la natation, le biathlon et encore la liste n'est pas exhaustive. La région est particulièrement riche en sportifs de haut niveau. Est-ce que vous fréquentez un petit peu tous et est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui explique justement cette densité des sportifs de haut niveau ici? Jean-Philippe peut-être? Pour ma part, j'ai beaucoup fréquenté les handballeurs, notamment la génération avant Michael et les débuts de Michael. J'ai aussi côtoyé le basket féminin avant qu'elle soit tout en haut de l'affiche. Non, il y a toujours eu des échanges entre les sportifs à Montpellier et c'est vrai que c'est un nid à sportifs ici et surtout avec les aides de la région et des autres partenaires, ça nous permet de monter des structures de haut niveau. Justement, on va s'attacher beaucoup à ça ce matin, c'est-à-dire à comprendre comment d'un loisir, quand on est adolescent, on passe à un sport, comment d'un sport on fait du haut niveau, puis on décide d'en faire un métier. Alors, tous les deux, que ce soit Michael ou Gaël, vous avez peut-être des histoires un petit peu similaires. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement votre parcours et comment vous vous êtes finalement destiné vers ce plus haut niveau où vous êtes aujourd'hui? Gaël? Moi, c'est vrai que je suis issue d'une famille de sportifs, mais pas tellement dans le basket. Donc voilà, j'ai commencé le basket à l'école. Ça m'a bien plu, puis j'ai continué sans vraiment avoir l'intention de devenir basketteuse professionnelle. Je ne savais même pas que ça existait. Et à ce moment-là, le rugby n'était pas professionnel non plus. Donc pour moi, le sport, c'était vraiment une manière de me dépenser, de me défouler, d'être avec mes copines. Et puis petit à petit, les choses se sont faites progressivement. À l'âge de 15 ans, je suis rentrée au Pôle France à Toulouse. Puis après, j'ai joué en deuxième division à Toulouse pendant 2 ans. On est monté. Et puis voilà, je crois que les choses se sont faites naturellement, petit à petit. Et voilà, j'avais pas tellement de projets. Je voulais juste donner le meilleur de moi-même à chaque saison. Et puis voilà, les choses se sont faites. Et pour vous, Michael, comment ça s'est passé? Vous, je crois que vous avez débuté à l'âge de 5 ans le hand à Apt. Ouais, ma famille est moins connue, mais ils ont joué dans des petites divisions. Mais mes parents ont fait du handball et étaient entraîneurs. Mon grand-père était président du club à Apt, d'où je suis dans le Vaucluse. Donc voilà, j'ai de suite goûté au handball et je pense qu'à la fois parce qu'on est doué, parce qu'on prend du plaisir surtout, je pense que c'est moi ce qui m'a guidé tout au long de ma jeunesse, c'est prendre du plaisir sur le terrain. Après on vous dit va en sélection, tu feras plus de handball, donc tu as envie de faire plus de handball. Pareil pour la sport-études, quand on m'a contacté pour aller en sport-études à Marseille, pareil, voilà, il y avait entraînement tous les jours, alors que quand on est en club, il y a seulement entraînement 1 ou 2 fois par semaine. Donc voilà, je pense qu'on y va progressivement vers ce professionnalisme parce que aussi on voit à la télé des idoles comme il y avait Jackson Richardson, l'OM Vitrolles
à l'époque. Et puis tout ça nous guide. On fait de plus en plus de handball. On est sélectionné en équipe de France jeune, junior. Et puis après, voilà, moi c'est surtout le plaisir et le professionnalisme qu'on apprend finalement au jour le jour. Et justement, est-ce que vous, c'est parce que vous avez des parcours un petit peu similaires finalement, est-ce que c'est ces filières mises en place par les fédérations notamment qui vous ont conduit là, ou quand même vous étiez un petit peu conditionné par votre environnement familial? Comment ça s'est passé? Moi, je pense que j'étais conditionnée par mon environnement familial parce que j'ai toujours été dans un stade durant mon enfance. Mais mes parents ne m'ont jamais forcé à faire du sport, bien au contraire, on faisait ce qu'on avait envie. Et c'est vrai que, comme disait Mickaël, c'est la mise en place des sélections, d'abord départementales, puis régionales, puis nationales, qui font que voilà, on côtoie de plus en plus de basketteurs, de nouveaux entraîneurs, on apprend chaque jour un peu plus, qui donne envie voilà, d'aller le plus loin et de donner le meilleur de soi-même. Après, des gens qui ne sont pas dans un environnement sportif au départ peuvent quand même devenir sportifs de haut niveau. Donc, voilà, moi je pense que c'est un peu l'association des deux qui fait que voilà, j'ai pu arriver à devenir basketteuse. Et vous, par exemple, Mickaël, est-ce que si vous n'aviez pas bénéficié de cette éducation sportive finalement dès le départ, est-ce que, par exemple, vous seriez allé vers le sport-études? Parce qu'on peut penser qu'il y a des parents à qui ça fait peur d'envoyer son fils ou sa fille en sport-études ou de le voir partir loin de la maison. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'internat à 14 ans, du coup... je sais pas, je pense que c'est un peu tout le monde qui accepte, hein. C'est à la fois les parents qui acceptent que leur fils peut aller vers cette direction-là, et puis après nous aussi, à nous d'accepter la concurrence, parce que quand on est appelé en sélection, il y a quand même des classements, il y a quand même, on est un peu plus montré du doigt, et c'est un peu moins le côté plaisir, mais c'est le côté, on va dire, un peu professionnel qui attaque avec la concurrence. Donc après, moi j'ai côtoyé des tas de gamins qui, au final, il y en a qui acceptent plus de se faire plaisir et moins d'aller dans le dur. Donc voilà, après ça dépend aussi, je pense, du caractère de chacun. Et justement, Jean-Philippe, comment aujourd'hui, en étant à la tête du centre donc, de formation du Montpellier au rugby, comment vous percevez ça? Est-ce qu'il y avait un vrai manque déjà au sein même des clubs, au-delà là, des sports-études, des filières fédérales? Est-ce que c'était une nécessité aujourd'hui d'avoir justement ces centres de formation intégrés? Est-ce que ça permet d'amener peut-être plus de monde justement plus haut? Ben, une chose est sûre, c'est que déjà, par rapport à ce que viennent de dire nos collègues, il y a une notion de plaisir. C'est pour ça que j'invite déjà les parents à ne pas forcer un enfant à faire un sport dont il n'a pas envie. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il est évident que les structures mises en place depuis plusieurs années, le rugby est professionnel depuis la fin des années 90, et c'est vrai que les clubs n'étaient pas organisés, n'avaient pas organisé leur filière de haut niveau pour amener un maximum de joueurs au plus haut niveau. Donc bien sûr que les centres de formation des clubs professionnels sont très importants, parce qu'on demande de plus en plus de travail aux jeunes, et ça demande de l'organisation, parce que bien sûr, il n'y a pas que le sport, il y a les études, et le planning est très chargé. Si on couple le planning scolaire et le planning sportif, ça demande énormément de sacrifices et d'organisation. Donc sans ces centres de formation, sans ces filières de haut niveau, ces gamins ne pourraient pas faire les deux. Par rapport justement à ce que disait Jean-Philippe, est-ce que pour vous ça a été vraiment par opposition, où il disait on fait aussi attention au fait que les parents ne poussent pas trop leurs enfants. Est-ce que vous, il y a eu à un moment un rapport comme ça avec vos parents respectifs sur le fait à un moment de soit d'être incité, soit d'être favorisé, ou à l'inverse de vous opposer à eux? Peut-être qu'à l'inverse, pour vous, peut-être Gaël, il a dit, votre papa vous a dit, ou votre frère, attention, il faut y aller doucement, ou ça peut être l'effet inverse. Non, moi le rugby, non, on m'a jamais proposé d'ailleurs. Non, c'est vrai que nous, pour mes parents, ce qui était important, c'était de faire des études. Après, le sport, c'était vraiment de notre libre choix. On faisait ce qu'on voulait. D'ailleurs, mon frère a arrêté le rugby pour jouer au ping-pong, donc mes parents n'ont rien dit. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fait ça parce que ça me plaisait. Après, c'est vrai que j'ai vu du sport toute mon enfance, toute mon adolescence, mais voilà, c'était vraiment mon propre choix. Eux, ils m'ont toujours aidé pour faire ce que j'avais envie de faire, mais jamais ni forcé ni contraint d'arrêter. Donc non, c'était une totale liberté et voilà, j'ai pas eu de pression familiale particulière.
Pour vous, Michael, c'était le hand des 5 ans et rien d'autre ou ça s'est passé un peu autrement? Moi quand vous posiez la question, j'allais dire que ça s'est fait naturellement, mais naturellement, j'ai quand même pris la passion de mes parents. Donc si ça avait été... si j'avais fait un autre choix, bon, peut-être que j'aurais senti du côté des parents voilà, que les choses étaient un peu différentes pour eux. Mais non, les choses, pour moi, franchement, tout au long de ma carrière, se sont fait naturellement, tant sur les choix des sports-études, des centres de formation, voilà, tout s'est fait naturellement sans vraiment grosse pression de la part de la famille. Quelle vision justement, parce qu'il y a un centre de formation également dans votre club, est-ce que vous côtoyez justement ces jeunes vraiment au quotidien et quelle vision vous portez justement sur ces centres de formation et plus particulièrement le vôtre au MAHB? Ce que je m'aperçois surtout, c'est que même avant les centres de formation, maintenant, quand je vois les petits s'entraîner de 10-12 ans, il y a une réelle maintenant formation au niveau des entraîneurs. Et les jeunes sont très très forts, très, très tôt. Maintenant, je pense que c'est un peu ce que le foot a essayé de faire avec Clairefontaine en prenant des enfants dès l'âge de 10-12 ans, sauf que là, ça se fait au niveau régional. Il y a une vraie formation, voilà, des entraîneurs. Les jeunes, nous, oui, on les côtoie parce qu'on s'entraîne. Il y en a quelques-uns qui s'entraînent progressivement avec nous. Donc, ils ont à la fois la chance d'avoir Fred Anctil, un ami là-bas, et qui apporte énormément, qui a à la fois apporté au niveau du club. Il y a la mentalité, il y a le travail, il y a le travailler dans le respect. Et voilà, je pense qu'en tout cas, nous, au club du Montpellier Handball, ils sont très bien entourés. Et donc Jean-Philippe, comment ça se passe justement dans ces centres de formation? Les jeunes arrivent à quel âge? Et est-ce qu'il y a, est-ce qu'on est déjà très conditionné parce qu'on est déjà dans une structure de club? Est-ce qu'on est déjà très conditionné dans son sport spécifique? Est-ce qu'on est encore dans une partie très éducative au sens large? Comment ça se passe? Mais en fait, il y a différents niveaux. Il y a le joueur qui est recruté parce qu'il est déjà joueur de haut niveau dans ces catégories d'âge jeunes. Donc celui-là, on va dire qu'il est prédestiné, quand on le récupère, on sait déjà qu'il a un très haut niveau de jeu. Et puis il y a celui qui, comme disait Michael, qui a découvert son sport au fur et à mesure, qui a gravi tous les échelons, jusqu'à se faire repérer au sein de notre club et intégrer plus tard le centre de formation. Donc il y a différentes façons d'y arriver. Une chose est sûre, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est le travail qui va te permettre de franchir. Donc, il y a une culture, bien sûr, qui est propre au club. Maintenant, des joueurs sont recrutés aussi en étant déjà à haut niveau. Et dans la France entière, on a de très très bonnes écoles de rugby. Il ne faut pas l'oublier. On parle beaucoup des centres de formation, mais tous ces jeunes viennent souvent de petits clubs. Et il y a de très très bons éducateurs dans notre monde rugbystique. Il n'y a pas que les grands clubs avec leur centre de formation. Mais aujourd'hui, on le voit, par exemple, Gaëlle tout à l'heure nous disait qu'elle a fait des études de kiné. Malgré que vos 3 sports soient, pour les 3, professionnels, est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est indispensable encore pour s'épanouir, pour peut-être très tôt anticiper l'après-sport? Est-ce que, justement, il faut absolument, grâce à des structures comme les vôtres, pouvoir vraiment préparer toute la part déjà de la reconversion dès le plus jeune âge? Est-ce que ça s'inscrit comme ça? C'est une évidence. On n'est jamais à l'abri d'une grave blessure. Donc même le meilleur joueur, bon nous on peut les récupérer à partir de 16 ans en centre de formation. Le meilleur joueur à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans ne sera peut-être pas le meilleur à 21, à 22. Il aura peut-être connu une maladie, une blessure. Et bien sûr, s'il n'a pas suivi de scolarité en parallèle, c'est pas à 22 ans, 23 ans ou avec beaucoup de difficultés qu'on se remet dans un système scolaire. Donc c'est évident que si nos structures ne le permettent pas, on envoie des garçons au chômage directement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une notion également de transmission, peut-être par exemple, Michael, est-ce que dans l'intégration de ces centres de formation, il y a justement, au-delà de l'aspect purement éducatif, avec des éducateurs du centre, est-ce qu'il y a déjà une notion de transmission entre l'équipe 1 et justement ceux qui sont amenés peut-être à venir renforcer cet effectif? Complètement. Ils sont déjà dès qu'ils signent au club du Montpellier Handball, ils savent déjà à peu près ce qui les attend. Et je pense que voilà, je parlais de Fred Anctil tout à l'heure, voilà, ce qu'ils vivent au quotidien aux entraînements avec les jeunes et ce qui touche par moment avec les pros,
c'est le même moule. Voilà, pour arriver en équipe première, on est passé par ce centre de formation justement qui nous apprend tout, tant à la fois handballistiquement que professionnellement, qu'au niveau du mental. Et c'est pour ça qu'on a des joueurs, en tout cas à Montpellier, qui arrivent. Il est plus dur d'arriver en équipe presque première que d'arriver en équipe de France par moment, voilà, parce que la limite est tellement infime que les joueurs arrivent dès le plus jeune âge très très près. Justement, on parle beaucoup, donc là on parle de jeunes qui ont 11-12 ans, c'est ça à peu près pour les plus jeunes? Au hand, c'est à peu près ça, vous disiez tout à l'heure? Ah, pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes. Là où ça commence, où il y a un vrai travail qui commence, parce que là, à partir de cet âge-là, nous, ils commencent à jouer sur tout le terrain. Donc oui, avec un travail autour de la zone. Donc oui, c'est à partir de cet âge-là, je pense, qu'ils commencent à vraiment travailler. Parce que justement, par exemple, dans vos sports respectifs, que ce soit d'ailleurs le rugby, le basket, le hand, à partir de quel âge justement, si le jeune, l'enfant a envie, l'adolescent, a envie d'aller plus loin, à partir de quel moment justement il peut être destiné à intégrer une structure, qu'elle soit intégrée dans le club ou des filières comme dans le basket? Allez-y, hein, peu importe. Au niveau du rugby, c'est très simple. Il existe quelques sports-études au niveau du collège. Nous, sur Montpellier, on a une structure lycée, le lycée Jean Mermoz, avec des horaires aménagés pour qu'ils puissent travailler et s'entraîner dans de bonnes conditions. Il y a le pôle espoir pour les meilleurs qui dans la région se trouve à Béziers. Donc là, c'est déjà les filières fédérales qui rentrent en jeu. Et derrière, c'est les centres de formation. Avec, pour les plus chanceux, le pôle France à Marcoussis, côté de Paris, à partir des moins de 19 ans, qui prépare la Coupe du Monde pour les moins de 20 ans, etc. etc. Et pour vous, Gaëlle, ça se passe comment dans le basket? Au basket, il y a, au niveau régional, il y a les pôles espoirs où les enfants rentrent au niveau 4e, 3e. Après, il y a les centres de formation des clubs ou pour les meilleurs des pôles espoirs, le centre fédéral à l'INSEP, qui est le pôle France en fait. Et voilà, à partir de là, souvent en sortant du pôle France, surtout les filles jouent en première ou en deuxième division. Et puis voilà, la chose est lancée. Puis pour les centres de formation, après, c'est voilà, les meilleurs arrivent à s'entraîner avec nous et voilà, à faire partie de l'équipe, même si elles n'ont pas souvent beaucoup de temps de jeu au début. Mais après, avec les années, ça s'améliore. Et puis les autres vont jouer en 2e ou 3e division en règle générale. Et quelle vision vous portez, parce que vous avez tous les deux 30 ans et plus, quelle vision maintenant, je ne veux pas dire que vous êtes à la fin, hein, c'est loin de moi cette idée, mais quelle vision vous portez sur justement peut-être toute la première grande partie d'une carrière? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment où on a toujours besoin d'y croire, c'est toujours dur? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, être très armé déjà tout seul, vraiment avoir envie tout seul d'aller au plus haut niveau, même si on fait un sport collectif? Comment ça se passe? Moi, je pense que la chose la plus dure, c'est qu'il faut être solide dans sa tête parce qu'il y a des moments où on ne va pas jouer, il y a des moments où on va se blesser et ça, c'est vrai que c'est des moments qui sont difficiles. Après, voilà, si on sait ce qu'on veut et qu'on est prêt à travailler dur et à s'entraîner tous les jours à fond, je ne dis pas qu'on réussit à 100%, mais on se donne les meilleures chances et on n'a aucun regret. Après, on y arrive pas, ça c'est le sport, c'est la vie, on ne peut pas tout réussir, mais voilà, il faut se donner les meilleures chances pour réussir et je pense que le mental, c'est la chose la plus importante dans notre métier. Pour vous, Mickaël, comment vous voyez ça également, là, cette nécessité? C'est-à-dire que on sait bien que c'est très dur, beaucoup d'entre vous en parlent d'ailleurs très bien, mais est-ce qu'à un moment, dans un sport collectif, justement, comment, dans les premiers âges peut-être, quand on est au centre de formation, comment on dissocie cette part où il faut tout seul que je me fasse mal, mais en même temps je suis intégré dans une équipe? Comment ça se passe? Moi, j'allais dire que la première partie de ma carrière a été facile, entre guillemets, parce que tout s'est enchaîné très très rapidement, à la fois à Montpellier, à la fois en équipe de France. Donc il y a eu plus une période où j'étais pas trop dans la réflexion par rapport à ce qui se passait. Je vivais l'instant présent, je prenais un plaisir énorme tout en travaillant, tout en bossant énormément. Mais arrivé voilà, un peu plus tard dans ma carrière, pas mal de blessures, surtout un enchaînement de blessures. Il y a un an où je suis sorti de quasiment 2 ans de blessures non-stop, à l'approche de mes 30 ans, comme vous le disiez tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est des choses qui font beaucoup réfléchir, parce que comme
comme j'ai commencé très vite, très fort, les études, c'était impossible de communier à la fois le handball et les études avec l'équipe de France qui arrivait très vite. Donc j'ai laissé tomber un peu ça, les blessures sont arrivées, la question bien sûr s'est posée de savoir si j'allais pouvoir continuer, combien de temps, et bon voilà, ça fait partie à la fois des difficultés, des challenges aussi qu'on peut se lancer en allant dans d'autres clubs. Voilà, il y a des difficultés dans le sport, il faut être très très solide et voilà, surtout se préparer à un arrêt de la carrière aussi du jour au lendemain. Donc essayer d'anticiper un peu tout ça, mais c'est pas forcément évident. Est-ce que justement, Jean-Philippe, dans les centres de formation, est-ce que c'est une part qui est abordée? Comment on arrive justement à préparer un petit peu mentalement déjà les plus jeunes? Elle est préparée à quoi? Au jeu de haut niveau ou à la reconversion? Aux deux, non, j'allais dire à cet aspect-là purement mental, c'est-à-dire à la fois comment on arrive, on accepte de se faire mal pour aller plus loin, mais en même temps comment on est capable de les préparer à appréhender ces difficultés. Les blessures, beaucoup de sportifs en parlent, peut-être des fois le fait qu'une équipe nationale vous tende les bras, puis après vous abandonne, puis vous reprenne, enfin bon. Bon, au niveau du centre de formation, on a un staff médical très, très présent. On est accompagné aussi d'un psychologue du sport qui parle beaucoup avec eux, autant sur leurs envies de futurs métiers, de direction scolaire, autant sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur le sportif. Donc on a un staff assez large pour que chaque joueur puisse se rapprocher d'une ou deux personnes, mais ils sont suivis psychologiquement, on fait des tests régulièrement, il y a les portes sont ouvertes pour chacun. Donc, alors, des fois, Mika pourra en témoigner, souvent les joueurs se rapprochent plus d'un kiné ou d'une personne du staff médical, plus que d'un coach, mais en tout cas les portes sont toujours ouvertes, il y a beaucoup de monde qui les encadre. Alors évidemment, c'est justement chez les plus jeunes, la façon de travailler va les amener petit à petit à s'habituer aux charges d'entraînement, aux longueurs d'entraînement. C'est aussi là qu'on voit certaines limites. Est-ce que justement il y a une sélection un petit peu naturelle qui se fait rien que sur cet aspect mental? Parce que quand vous en parlez tous les deux, on a l'impression que vous êtes arrivés au plus haut niveau malgré vous. Que ça vous est tombé dessus un petit peu comme ça. Comment justement comment ça se passe? Est-ce qu'à 15 ans, n'importe qui peut dire, ou presque, hein, bon, mais moi je veux être en équipe de France, comment on appréhende ça? Comment des parents d'ailleurs peuvent aider ou encadrer ces choses-là? Je pense que tout le monde peut dire à 15 ans, moi je vais être en équipe de France. Après, tout le monde ne peut pas le faire. C'est vrai qu'il y a la dimension mentale qui entre en jeu, mais aussi la dimension physique, comme le disait Jean-Philippe. Après, il y a, au fur et à mesure de l'évolution de notre carrière, les charges d'entraînement augmentent, on s'entraîne de plus en plus dur contre des filles de plus en plus fortes, et des fois, physiquement, ça suit pas, donc on atteint rapidement nos limites. Après, voilà, il y a toujours la dimension mentale et physique qui rentre en jeu. Après, je pense que l'aide des parents, je ne sais pas trop comment ils peuvent entrer là-dedans, mais c'est vrai que d'être soutenu dans ce qu'on fait et sans être poussé, mais voilà, être écouté quand on a des doutes, quand on a des difficultés, être encadré quand on est blessé, c'est vrai que c'est des choses qui sont très importantes, parce que c'est dans les moments de doute, quand on ne peut pas être sur le terrain parce qu'on est blessé ou parce qu'on n'est pas bon, qu'on a besoin d'être entouré. C'est pas quand on est en haut de l'affiche et que tout va bien pour nous qu'on a besoin de soutien. Et voilà, ça, je pense que c'est le rôle de notre famille et de nos proches de nous soutenir quand ça ne va pas. Et pour vous, Mickaël, par exemple, est-ce que les jeunes du centre de formation, il y en a que tous les matins, ou presque, en tout cas quand vous les côtoyez, il y en a que vous poussez, que vous motivez, ou est-ce qu'il vous arrive, par exemple, d'avoir des fois des discussions presque comme en étant deux adultes, en disant « mais réfléchis bien, est-ce que des fois on met le haut là, par exemple ?» Non, après, pour revenir à votre question, c'est que moi j'ai connu des tas de joueurs à 15 ans qui étaient 100 fois plus talentueux que d'autres, et qui ont soit arrêté le handball, soit ils se sont fait manger par justement ce sport de haut niveau. Je pense que nous, tout au long de notre carrière, il y a des moments où on doit être présent.
Voilà, parce que pour parler de mon cas, hein, il y a un moment, il y a un Suédois qui était venu sur le poste d'ailier gauche, et il n'y avait personne qui était là depuis un moment, et il était extrêmement talentueux, sauf qu'il ça s'est mal passé, et j'étais là juste derrière à ce moment-là. J'étais au centre de formation, donc soit il faisait appel à un autre joueur confirmé, soit voilà, il y avait la place à prendre, et j'ai réussi à saisir ma chance. Donc voilà, il y a des tas de situations tout au long de notre carrière qui changent un peu notre destin. Ouais. Et est-ce que, là on a pas mal parlé des parents, des centres de formation en général, est-ce que une carrière c'est aussi à un moment une rencontre avec un entraîneur, que ce soit au plus jeune âge ou plus à l'adolescence? Est-ce qu'à un moment il y a des déclics, que ce soit la passion, que ce soit l'envie justement sur l'aspect plus compétitif d'atteindre le plus haut niveau? Est-ce qu'à un moment ça c'est essentiel? Est-ce que tous par exemple c'est un point commun que vous retrouvez une rencontre à un moment dans votre parcours? Moi, je reste persuadé que pour les plus jeunes, c'est évidemment l'éducateur qui donne envie de poursuivre l'aventure. C'est pour ça que pour moi, c'est pas forcément les parents, je reviens là-dessus, à les pousser, mais c'est évidemment l'éducateur dès le plus jeune âge qui va te donner envie de continuer ou pas. Après, une fois que tu as la passion en toi, bon, c'est comme disait Mika, il y a des opportunités, il y a des choses qui t'arrivent, tu sais même pas pourquoi, mais c'est parce que tu es pris par ta passion. Pour vous, par exemple, il y a eu en dehors de votre cadre familial des rencontres justement qui vous ont marqué? Moi, c'est vrai que mon entraîneur, quand j'étais en minime, voilà, ça a été. Je pense que j'étais pas douée spécialement pour le basket, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a vraiment fait aimer ce sport et qui m'a appris à me faire mal en défense. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui m'a donné envie, comme il disait, de continuer là-dedans. Ouais, bah, moi je vais prendre un exemple. J'avais essayé le football quand j'étais petit, et c'est vrai que pour en revenir à l'éducateur, ça n'a pas collé, quoi. Donc j'y étais allé parce que mon meilleur pote faisait du foot, mais c'est vrai qu'à un moment, quand on nous transmet pas de la bonne manière cette passion, ça coince à un moment. Donc je suis resté du coup un peu plus dans le handball, et moi j'ai surtout un grand souvenir de mon entraîneur en sport-études. Donc quand j'étais en seconde, où là, ouais, c'était à la fois un entraîneur qui transmettait sa passion et qui était aussi là pour nous, qui était aux petits soins pour nous. Donc ça fait partie, voilà, des grandes rencontres de ma carrière. Très bien, merci beaucoup. Comme on touche quasiment à la fin de cette émission, je vais demander à Fabien, comme tous les jours, de nous rejoindre pour nous livrer les réactions sur Twitter. Bonjour Fabien. Bonjour Laurent, bonjour madame, messieurs. C'était passionnant de vous écouter. 3 petites réactions sur Twitter. Qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher de devenir joueur pro? La défense. Non, je sais pas, comme disait Mickaël, voilà, c'est être au bon endroit au bon moment. C'est vrai que voilà, moi j'ai joué à Toulouse en 2e division, puis j'ai eu la chance de monter avec ce club-là. Donc quand vous montez, en général, on vous garde, et puis après vous touchez au haut niveau, et voilà, vous avez envie de continuer. Donc voilà la détermination, et voilà un peu de chance aussi, sûrement. Si voilà, j'avais fait un autre choix, peut-être que j'aurais pas réussi. Donc voilà, pas trop d'explications. Moi, c'est mon physique, je crois, parce que j'étais apparemment talentueux, mais à un moment, j'avais du mal à prendre des kilos, et c'est vrai que quand il y a eu les sélections jeunes, il y en a d'autres qui s'envolaient parce qu'ils étaient physiquement plus affûtés, mais aujourd'hui, eux, ils sont plus là et moi, je suis là, donc voilà. Alors, rapidement, une deuxième question sur la reconversion, la fin de carrière. Vous y pensez le matin, le midi ou le soir? Moi, j'ai arrêté d'y penser vu que j'ai fini mes études de kiné, que je suis associée dans un cabinet sur Latte. Donc voilà, c'est pas tout tracé pour moi parce que je sais pas exactement. Voilà, je serai kiné, mais je sais pas exactement dans quelle branche, mais voilà, c'est sûr que je serai kiné. Je serai kiné au Montpellier Handball après. Reconversion, oui, on y pense. Moi, je vais faire un bilan de compétences là bientôt pour justement, comme j'ai passé la trentaine, pour être prêt le plus vite possible. D'accord. Une dernière réaction peut-être, Fabien? Une dernière de Lucie Cambon. On entend souvent que la passion égale sacrifice. Quel message donner à nos enfants pour éviter les désillusions? Philippe, peut-être. Mais déjà, faut
il faut que les enfants rêvent, mais il ne faut pas leur vendre du rêve. Il ne faut pas leur faire croire tout et n'importe quoi. Le haut niveau est effectivement très exigeant. Donc, encore une fois, il ne faut pas les pousser quand ils ne veulent pas aller faire du sport. Il faut les encourager, bien sûr, mais ça ne sert à rien de les forcer et pour ne pas les dégoûter. Maintenant, le sport de haut niveau, le sport professionnel est très ingrat. Et c'est vrai qu'il ne faut pas leur faire croire trop jeunes qu'ils peuvent y arriver. Voilà, très bien. Juste un petit mot pour les tweetos qui nous suivent, déjà les remercier, de poser des questions. Voilà, j'invite tous les autres à nous rejoindre donc à la région LR et aussi sur les pages Facebook et tout ça. Voilà, pas plus. Très bien. Merci Fabien, merci à tous les trois. Voilà Virginie, c'est fini pour ce matin. Merci beaucoup Laurent, c'était très bien. On dit un mot de ce qui va se passer demain? Oui. Le rendez-vous de la matinée, de l'actualité de la région Languedoc-Roussillon demain? Alors demain, nous recevrons Hervé Di Rosa, le grand artiste sétois. On va parler peinture. Exactement, peinture, sculpture. On va parler également de ce grand tour du monde qu'il a entrepris depuis plusieurs années pour s'imprégner justement de la culture des différents peuples qu'il rencontre. Très bien. Tout ça, par les sports, nous a ouvert l'appétit. Alors on va se retrouver à midi pour parler cuisine avec les recettes Sud de France. Et aujourd'hui, Jean-Yves Piccinelli, vainqueur du dîner presque parfait, va nous emmener sur les routes du gazpacho et nous faire découvrir un gazpacho Sud de France à l'huile d'olive Sud de France. À midi.